Jean-François Barry. Entendez aujourd'hui les sujets de demain. On va s'entendre sur une chose, le conflit entre l'Ukraine et la Russie dure depuis beaucoup trop longtemps. On est même un peu désensibilisé à ça. T'sais, on sait que ça se passe, puis on dirait qu'on en parle de moins en moins. Mais bon, il y a des êtres humains présentement qui sont pris en otage dans cette guerre-là. Mais si on fait abstraction du fait qu'on veut que la paix revienne, bien évidemment, la stratégie de guerre est quand même captivante et intéressante à suivre. Qui n'a pas déjà regardé un documentaire sur les différentes guerres mondiales ou la guerre du Vietnam, comment ça s'est passé, qui est entré, quelle décision qui a été prise, pourquoi on a fait des avancées, pourquoi, etc., etc., etc. Et c'est ce qui se passe présentement du côté de l'Ukraine et de la Russie. L'Ukraine qui a réussi à faire une offensive en Russie, à prendre le contrôle de 74 villes exactement. On dit qu'on détient 1000 mètres carrés présentement. On va discuter de cette stratégie-là et du pourquoi avec Pierre Saint-Cyr, colonel à la retraite des Forces armées canadiennes et ancien attaché de défense aux ambassades du Canada à Moscou et à Kiev. Bonjour, M. Saint-Cyr. Bonjour, M. Barry. Cette stratégie-là de l'Ukraine de s'avancer, de ce que j'en ai compris, c'est pour éviter les missiles à longue portée de la Russie qui peuvent atteindre l'Ukraine. Est-ce que c'est que ça ou il y a aussi un mouvement un peu de provocation là-dedans? Mais en fait, j'aimerais juste faire un rappel. Vous avez mentionné quelque chose d'extrêmement important. On a tendance à l'oublier. Mais ce conflit-là dure depuis 10 ans et 6 mois. Alors, on pense toujours que février 2022 était le début du conflit, mais il a débuté en février 2014. J'y étais et j'ai assisté à la prise de Crimée et au soulèvement dans le Donbass. Et entre février 2014 et 2022, il y a quand même eu 15 000 morts ukrainiens. Quand même. C'est à ne pas oublier. Pour répondre à votre question... C'est bien de le rappeler. Oui. Pour répondre à votre question, M. Barry, je vous dirais, une manœuvre militaire, comme vous avez mentionné tout à l'heure, encore une fois, c'est intéressant d'avoir les manœuvres sur les champs de bataille durant un conflit. Alors, celui-là est quand même particulier parce que la Russie, comme l'Ukraine, les forces ukrainiennes comme les forces russes, sont au bout de leur rouleau, si on peut dire. Il manque de matériel, il manque de soldats des deux côtés. La différence, c'est que la Russie a un potentiel encore plus grand pour se munir d'équipements et de soldats, compte tenu de leur population. Mais par contre, l'Ukraine a un avantage technologique avec l'aide que les Américains et les pays de l'Ouest lui donnent comme armement. Mais c'est quand même deux pays qui ont, si je peux me permettre d'expression, un genou par terre pour essayer de se défendre et défendre les territoires et même de continuer la progression des Russes en Ukraine. Alors, c'est de peine et de misère. Maintenant, ce que les Ukrainiens ont fait, c'est que on sait très bien que ce conflit-là va amener à des négociations éventuellement et il faut avoir des positions de force pour négocier. Alors, entre autres, lancer une attaque en Russie, comme ils l'ont fait la semaine dernière et qu'ils continuent à maintenir aujourd'hui. C'est pour vraiment démontrer une capacité des Ukrainiens, démontrer aussi l'utilisation des armes qu'ils ont reçues. Donc, ça vient rendre crédit aux Américains et aux pays de l'Ouest qu'ils n'ont pas donné ces armes pour rien. C'est aussi une démonstration pour remonter le moral du peuple ukrainien. C'est aussi une démonstration pour dire que la Russie, elle n'est pas invulnérable. Ouais. Et on peut s'attaquer à la Russie, on peut rentrer en Russie et se créer une zone tampon qui pourrait peut-être, comme vous l'avez mentionné, permettre à repousser les missiles et les tirs qui se font à ces zones-là, qui sont envoyés dans le nord vers Kharkiv et Soumy, ces deux régions qui sont sous tension actuellement. Alors, il y a beaucoup d'objectifs qui sont en jeu, mais ce qui est fait à noter, c'est que la dernière fois que la Russie avait été envahie de la sorte, c'est par les armées hitlériennes en 1941. Donc, pour la Russie, c'est une gifle parce que le gouvernement russe a toujours proclamé que la Russie était inviolable, que Vladimir Poutine était le grand défendeur du peuple russe, mais là, maintenant, les faits prouvent le contraire. Alors, c'est un camouflet, je dirais, c'est vraiment quelque chose d'important, une gifle qui est donnée aux Russes. On verra la suite.
Mais oui, puis j'imagine que c'est une façon parce que ça donne du moral aux Ukrainiens, mais d'un autre côté, ça fait réaliser ce qui se passe du côté russe, parce que jusqu'à maintenant, les batailles étaient du côté ukrainien. Mais là, quand ça s'en vient dans vos villes, dans vos villages, là, la population prend conscience qu'on n'est pas hors de danger là, dans ce conflit-là. Définitivement, parce que l'information, elle était tout le temps, elle est encore très contrôlée de la part du gouvernement russe. Alors, la population n'est pas vraiment consciente de ce qui se passe en Ukraine. C'est beaucoup de désinformation qui leur est servie. Et dans un autre point de vue aussi, le nombre des victimes russes n'est pas vraiment connu de la population russe. Alors, ils ne sont pas conscients qu'ils ont perdu des centaines de milliers d'hommes, là, eux. Alors, pour eux, c'est une guerre qui est à longue distance. D'ailleurs, le mot guerre est proscrit en Russie quand on parle du conflit ukrainien. Sous peine d'une amende ou d'un emprisonnement. Donc, voyez-vous, c'est contrôlé d'une façon magistrale qui empêche la population russe d'avoir pleinement conscience de ce qui se passe. Maintenant, ils le vivent. Là. Ils ont été, des milliers de personnes qui ont été évacuées. Il y a des maisons qui ont été détruites. Et tout le système qu'on appelle le système de blogueurs, c'est-à-dire les gens qui sont sur les réseaux, ont transmis ces messages-là, ces informations-là à travers la Russie. Et là, le peuple russe prend conscience de ce qui se passe vraiment. Et alors, la notion d'être inviolable, c'est-à-dire que le territoire russe ne serait jamais pénétré par une force étrangère, vient de volant d'éclat et aussi vient de la crédibilité de Vladimir Poutine, vient d'en prendre un bon coup. Alors, c'est pas la population russe qui est vraiment une menace pour Poutine, mais plutôt ses élites qui, eux, lui disent « Tu nous as fait une promesse, ça ne marche pas. » Mais nous, pendant ce temps-là, on est des personnes non grata, on a perdu nos acquis, nos avoirs dans les banques étrangères. Alors, il y a des comptes qui commencent, il y a des questions qui commencent à se poser au Kremlin. Et je ne croirais pas que ça mettrait en péril son régime, mais je peux vous dire qu'il y a des journées qui sont pas mal plus longues que les précédentes. Connaissant Vladimir Poutine et son orgueil, il va vouloir répliquer à ça. Puis moi, je connais pas les stratégies de guerre et les forces de chaque côté, mais l'impression que j'ai, c'est que là, bon, on a réussi à faire une poussée d'un côté, donc on a envoyé évidemment des troupes et de l'équipement là, pour aller faire cette poussée-là. Est-ce que c'est pas dangereux d'avoir ouvert un autre flanc, puis que là, dans le fond, la Russie entre de l'autre côté? Parce que Vladimir Poutine, il va réagir. Oui, alors, oui, effectivement. Quand on fait une manœuvre de la sorte, ce qu'on veut protéger notre territoire. Alors, qu'est-ce qui est le plus important à ce moment-là pour Vladimir Poutine? Poursuivre l'avancée en Ukraine dans les régions du Donbass ou prendre ces troupes qui sont là et les ramener dans la région de Koursk pour protéger des nœuds logistiques importants. Il ne faut pas oublier que la ville de Souja, qui est une ville, qui est la dernière ville où le pipeline, excusez l'expression, du gaz russe est envoyé vers l'Europe. C'est un point névralgique de distribution du gaz vers l'Europe. Alors, c'est 14 milliards de mètres cubes qui sont transportés annuellement par ce pipeline-là. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On envoie des troupes, on dégarnit le front dans le Donbass pour aller protéger des points stratégiques et névralgiques pour le pays. Ce sont des questions qui se posent par les stratèges et les tacticiens russes actuellement. Comme je vous dis, ils n'ont pas nécessairement une grande profondeur dans leur armée parce que ils sont épuisés depuis 2 ans et demi, je parle des 2 ans et demi récentes, d'une guerre quotidienne. Alors, c'est un jeu de force ou mettre les forces en bonne place pour qu'ils soient le plus efficaces, dépendant des objectifs qu'ils veulent protéger. Côté apparence, je vais dire ça comme ça. Tu sais, même moi, ça m'a un peu dérangé. Puis je comprends qu'ils ont envie de se défendre, mais tu sais, j'aimais bien que l'Ukraine se défende puis qu'on les aide à s'équiper. À partir du moment où ils tombent agresseurs, ça envoie un autre message. Là, c'est eux là, qui ont attaqué la Russie. Donc ça, est-ce que ça peut avoir des répercussions sur l'aide internationale et tout ça? Parce que là, tu te dis, OK, mais vous vous servez de nos armes pas juste pour vous défendre, vous servez de nos armes là, pour attaquer. Ça change tout, là. Ouais. Alors, la différence, c'est qu'ils n'attaquent pas pour s'accaparer de territoire. Ils attaquent pour arrêter une menace. Alors, s'ils se lancent de l'autre côté,
c'est pour aller neutraliser des systèmes d'armes, créer des zones tampons pour eux se protéger. C'est pas une attaque pour dire on va pénétrer, on va s'accaparer du territoire et on va l'annexer à notre pays. C'est pas ça l'idée. Si c'était ça l'idée, là, la question que vous posez devrait être mise en évidence devant les autorités ukrainiennes pour dire c'était pas ça le contrat. Le contrat, c'est de te défendre, pas nécessairement que tu prennes des parties prenantes en Russie et que tu te l'appropries. Mais actuellement, la poussée ukrainienne, on appelle ça dans le jargon militaire un raid qui s'effectue, c'est pour marquer des points au niveau politique, c'est pour marquer des points au niveau psychologique, et c'est pour dire aussi avoir des éléments de négociation, mais ce n'est pas nécessairement pour s'accaparer et annexer ces territoires. Est-ce que les pays qui les aident, pensons aux États-Unis, là, parce que là, on a très bien vu les tanks, on a vu l'équipement de la fine pointe, on sait que ça vient pas d'Ukraine, on sait que ça vient des autres pays. Puis là, on s'en est servi, puis on les a vus. Est-ce que ça peut nuire aussi aux relations diplomatiques des autres pays? Parce qu'on voudrait pas que la Chine finisse par s'en mêler. Donc, tu sais, on était dans le dossier, mais quand même en retrait. Mais là, visiblement, on est en avant-plan, là. Oui, définitivement. Et puis, on est depuis longtemps en avant-plan parce que de la minute qu'on a commencé à fournir des armes, que les armes soient tirées à l'intérieur du territoire ukrainien ou à l'extérieur, ces armes-là étaient utilisées pour neutraliser et détruire des éléments russes et des soldats russes. Donc, que ça soit tiré sur le territoire national ukrainien ou russe, ça ne fait pas de différence majeure. Sauf que pour essayer de garder un contrôle sur le conflit, les Américains ont donné des restrictions à l'utilisation de leurs armes si leurs armes étaient à être lancées sur le territoire russe. Il y a une distance maximum qui peuvent être utilisées. Alors, ils jouent là-dessus. Les Ukrainiens jouent sur ce domaine-là. Et entre vous et moi, on veut pas nécessairement pousser Poutine dans le coin pour qu'il y ait une réaction incontrôlable. Donc, on ménage aussi l'avancée des Ukrainiens et tout ça s'est fait, même si les Américains le nient. Moi, j'ai tendance à croire que les Américains savaient ces choses-là et il y avait eu une espèce d'accord aussi pour l'utilisation des armes américaines sur le territoire russe. C'est trop délicat pour que ça soit une surprise aussi pour les Américains. Pour le public, probablement qu'ils vont dire que c'est une surprise, mais je crois fermement qu'il y a eu quand même une discussion avant que la lancée soit faite. On s'est tous dit la même chose et Poutine doit se dire la même chose. Donc, dernière question, est-ce que vous y croyez que cette poussée-là peut amener un signé de paix, qu'on en vienne à un accord entre l'Ukraine et la Russie? Puis l'autre affaire, c'est que ça a mis à la face du monde que la Russie n'était plus la puissance ou n'était pas la puissance qu'elle pensait être. Ouais, c'est David contre Goliath. C'est ça qu'on voit actuellement. Est-ce que je suis pas un expert sur la Russie, même si j'ai vécu en Russie quelques années, je suis pas non plus, je me prétends pas connaître à fond la société russe, mais je peux quand même vous dire que la société russe, dont Vladimir Poutine, ce sont des gens qui sont très fiers. Ce sont des gens qui, vous leur donnez vous leur faites un affront, ils vont vous répondre par un affront 10 fois plus grand parce que c'est comme ça. C'est la théorie de l'homme fort, c'est ce qui est très présent dans la société russe. Alors, si vous mettez à genoux un Russe comme Poutine, attendez-vous à avoir des réactions de la sorte. Quelles seront ces réactions? On l'a vu dans les dernières heures. Il y a eu des attaques de missiles, de drones qui se sont intensifiées dans le sud de l'Ukraine, dans le Donbass et proche de Kiev. Alors, on a déjà une réaction. Ce qu'on veut pas, c'est que ce soit une réaction qui soit incontrôlable, qu'on tombe dans des armes de destruction massive. Ouais. Alors, il y a... Est-ce que ça va amener un tournant? Moi, je crois qu'il y a des tractations qui se font à l'arrière-plan. Il y a d'autres pays qui parlent dans l'oreille à Poutine, dont les Chinois. J'espère que ces gens-là vont avoir la décence et le bon jugement de dire, bon, là, ça commence à aller trop loin. Il faut arrêter les frais. D'ailleurs, l'armée russe a été quasiment désintégrée. Et maintenant, ce sont des conscrits qui la forment. Ils ont tout perdu. N'oubliez pas, c'est une opération qui devait durer 3 jours. On est rendu dans l'opération de 2022 à 2 ans et demi.
Alors, il y a des gens qui vont commencer à dire à Vladimir Poutine, c'est peut-être le temps qu'on commence ces discussions. Ça va être à suivre. Merci beaucoup de ces explications. C'était très intéressant. Pierre Saint-Cyr, colonel à la retraite des Forces armées canadiennes. Bonne journée à vous. Merci, M. Barry. Bonne journée à vous et à votre